En Côte d'Ivoire, 5000 opportunités d'emploi en faveur de la jeunesse. Le Salon ivoirien de l'emploi des jeunes a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui. Toujours en Côte d'Ivoire, 6 enfants vont subir une chirurgie d'implant cochléaire. Cette expérience est une première dans le pays. Et en fin de journal, nous allons découvrir les dauphins roses de Hong Kong, ces mammifères marins désormais en voie de disparition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi jeune annonce donc 5000 opportunités d'emploi en Côte d'Ivoire. Message donné aujourd'hui lors du Salon ivoirien de l'emploi des jeunes. Thème retenu, emploi direct. Cet événement qui en est à sa toute première édition veut permettre aux jeunes d'accéder à l'intégration socio-professionnelle. Le Salon ivoirien de l'emploi des jeunes va s'achever demain, vendredi 11 décembre. Tout bas dans la région du Bafing, 2 villages, notamment Godofuma et Sekodougou, souffrent de leur manque de salles de classe. Les leçons se déroulent dans des abris de fortune construits par les populations rurales. Il s'agit de cours donnés par des bénévoles. Regardez. À l'entrée de Godofuma, village situé à 13 km de Touba, se trouvent 7 cabanes qui servent de salles de classe. À l'intérieur des tables en bambou et un petit tableau. Dans cette école communautaire, Stéphanie est enseignante bénévole. Elle s'occupe de l'encadrement d'une vingtaine d'enfants. J'ai le BPC et le niveau terminal. J'encadre 28 élèves. Je n'ai pas de manuel. De la manière dont ils m'ont enseigné au CP1, j'ai vu les BABA. À quelques mètres de là, les PPC Kodougou. Ces 2 édifices de fortune exposés aux intempéries abritent chacun des niveaux d'études. Le premier appartement dans lequel nous sommes, nous avons la classe de CM1 et CM2. Alors, derrière, il y a un autre appartement qui abrite les classes de CP1 et CP2. Un peu loin dans le village, nous avons une ancienne mosquée du village qui abrite la classe de CE1 et de CE2. Des conditions de travail pénibles pour élèves et encadreurs, auxquelles s'ajoute la question du logement des enseignants. L'enseignant dort dans le salon des parents. Et celui qui a un petit moyen se déplace à 6 ou 7, 10 km pour aller dans la ville, pour dormir et puis revenir. Vous voyez. Les salles de classe de fortune sont construites par la communauté villageoise elle-même. Ce sont eux-mêmes qui recrutent l'enseignant, qu'on appelle l'enseignant volontaire. Le village décide de le faire parce que le village veut que les enfants partent à l'école. Beaucoup d'enfants sont scolarisés maintenant. Il y a un manque criard de classes, de salles de classe. C'est pour cette raison d'ailleurs que le conseil régional a mis en deuxième priorité l'éducation nationale. Il y a des salles de classe en construction. Et le conseil régional aussi vient, n'est-ce pas, de mettre à la disposition de la DRENET dans toutes 13 localités près de 16 établissements écoles primaires pour pouvoir vraiment parer à ces déficits. Le problème est commun à plusieurs localités de la région du Bafing qui compte 178 établissements primaires dont 50 écoles communautaires. Des salles de classe sont en construction dans certaines localités. À Godofuma et Sekodougou, élèves et enseignants rêvent de voir des écoles en construction dans leur village. Des précisions de Konaté Moussa. C'est une première en Côte d'Ivoire. 6 enfants vont subir une chirurgie d'implant cochléaire. La toute première intervention s'est déroulée aujourd'hui dans une clinique médicale de la commune de Cocody. À noter que ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la 10e édition des Journées nationales de l'audition. Elles sont effectuées par des médecins ivoiriens, marocains et français, spécialistes en otorhinolaryngologie. Les explications de Koné Pargassoro. Abdoul, 3 ans, est sourd-muet depuis la naissance. Couché sur ses lits d'opération, des médecins spécialistes en ORLL de France, du Maroc et de la Côte d'Ivoire s'activent pour une implantologie cochléaire. Ces dispositifs médicaux pour lui permettre d'entendre et de parler. Ça s'est parfaitement bien passé.
Et quand on sort d'une intervention d'un plan cochléaire, on est pratiquement sûr et certain, après vérification, que tout s'est bien passé. Une technique chirurgicale dans la prise en charge des surdités qui s'est fait pour la première fois en Côte d'Ivoire et précisément en Afrique noire. Nous venons de réaliser pour la première fois en Côte d'Ivoire et même pour la première fois en Afrique francophone noire, eh bien, la pose d'un implant cochléaire. Après l'opération d'Abdoul, les médecins spécialistes de l'oreille et de la chirurgie cervico-faciale rassurent. Le patient se porte bien. Dans 3 à 4 semaines, l'enfant va percevoir pour la première fois de sa vie des sons. Il va pouvoir parler comme vous et moi, être scolarisé dans une école normale, il n'ira pas à l'école des sourds et muets. Abdoul est ensuite conduit dans sa chambre où l'attendent ses parents, émus et en joie. Un enfant qui ne parle pas, c'est un handicap réel, il ne vit pas, il ne partage pas la vie réelle. Donc pour nous parents, c'est vraiment un moment de bonheur. Le fait de savoir qu'auparavant, il ne pouvait pas dire maman et un jour, il pourra vous dire, c'est fort. Ces interventions chirurgicales de l'implantation cochléaire s'inscrivent dans le cadre de la 10e édition des Journées nationales de l'audition. 6 enfants sourds ou sévèrement malentendants recevront un implant cochléaire. Toujours en Côte d'Ivoire, fin hier des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. La cérémonie officielle de clôture s'est déroulée dans la commune d'Atekoubé. L'occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouloto d'exprimer sa satisfaction des résultats de la campagne de sensibilisation. À noter que 48 plateformes de lutte contre la violence basée sur le genre ont été reparties sur le territoire national. Pendant 16 jours, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et l'ensemble des agences du système des Nations Unies ont mené d'intenses activités dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'étape de la commune d'Atekoubé pour mettre fin à cette campagne d'activisme, dont le thème était de la paix dans les foyers à la paix en Côte d'Ivoire, une éducation sûre pour toutes et tous. Je tiens à marquer ma satisfaction devant la réussite de cette campagne. Aidez-nous à faire en sorte que nos familles soient des maisons de l'amour. Ainsi, nos familles pourront aider à l'émergence de l'Ivoirien nouveau. 16 jours de mobilisation pour dire non aux violences basées sur les gens et cette détermination affichée pour suivre la lutte. Nous avons le Pavios, qui est un centre qui depuis une dizaine d'années agit efficacement dans la lutte que nous faisons contre les violences faites aux femmes et pour la sensibilisation et pour la prise en charge. Encore mieux, nous avons voulu agir pour l'autonomisation de la femme à travers l'alphabétisation fonctionnelle. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 48 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Le Fonds des Nations Unies pour la population a offert un lot d'équipements informatiques à 8 plateformes et remis 1500 exemplaires résumés de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre au ministre Anne-Désirée Ouloto, le tout d'une valeur estimée à plus de 12 millions de francs CFA. Nous retrouvions Koné Pargassoro. Lendemain difficile pour le Népal après le tremblement de terre dévastateur survenu en avril dernier. En effet, la reconstruction des monuments culturels détruits piétine face à la pénurie de jeunes artisans. Derrière les célèbres monuments du Népal, des siècles de traditions transmises de génération en génération. Après le séisme qui a ravagé la vallée de Katmandou en avril 2015, cet artisanat est plus que jamais sollicité et difficile à trouver. Comme beaucoup de menuisiers, Harry a tout appris de son père, un savoir-faire qu'il a peur d'emporter dans sa tombe. Je leur ai dit de reprendre le flambeau, que c'est notre profession depuis des générations. Mais mes enfants me demandent pourquoi ils devraient continuer, juste parce que nos ancêtres faisaient ça. Ils me demandent pourquoi ils ne pourraient pas faire un autre métier. Le fils d'Harry est aujourd'hui comptable, un choix de carrière motivé par le faible salaire et le manque de reconnaissance du métier d'artisan. Malgré tous les efforts requis par ce travail, la situation est telle qu'il faut se battre pour toucher sa paye. Il y a du prestige et du respect, les monuments, l'art et la culture sont les trésors de ce pays. Mais vraiment, les artisans sont mal considérés.
Les temples et palaces népalais attirent des foules de touristes, une source de revenus vitale pour le pays. Pour les experts, il y a donc urgence à restaurer ce patrimoine. Nous avons besoin de trouver des maîtres artisans et de les inciter à former de nouveaux artisans. Si l'on n'y parvient pas de façon satisfaisante, nous ne pourrons rien reconstruire. Nous parlons de millions de dollars, mais sans artisans, nous ne pouvons rien rebâtir. En 1934, les artisans avaient joué un rôle crucial dans la reconstruction de Katmandou, ravagée par un séisme d'une ampleur similaire. Mais cette fois, à défaut de mesures pour améliorer leurs conditions de travail, ce savoir-faire pourrait disparaître. Et avec lui, l'héritage culturel du Népal. Retour en Côte d'Ivoire où une journée a été organisée aujourd'hui pour dire aux handicapés intellectuels, notamment les trisomiques et autistes, qu'ils ne sont pas oubliés. C'est une initiative de l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Cocody. Agama Kamara, 25 ans, est à la page blanche depuis l'âge de 9 ans. Dans ce centre de prise en charge des enfants et jeunes handicapés psychomoteurs, il s'occupe aujourd'hui de l'élevage des lapins et de la culture hors sol. Ce que je fais, ça me plaît beaucoup. Ça me permet moi-même d'être autonome. On va vendre ça aux parents qui ont des enfants ici. Tout comme Adama, les élèves de la page blanche ont un handicap soit intellectuel, soit moteur. Mais cela ne les empêche pas de s'adonner à des activités. Il y a des enfants qui ne savent pas manier les doigts, qui ne savent pas travailler avec les doigts. À travers cette activité, nous les aidons à pouvoir utiliser les doigts pour faire des choses. Et là, par exemple, nous avons un porte-clés enfilé par nos enfants. Comment changer le regard des autres sur le handicap intellectuel et moteur? L'ARIA, Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, a organisé la journée des handicapés. Occasion de parler des difficultés rencontrées. Depuis 1996, on est censé avoir un terrain, jusqu'à aujourd'hui on n'a pas. Vous avez vu les locaux de la page blanche, on est réduit, on est restreint. Il y a beaucoup de parents qui ont besoin, qui demandent à faire inscrire leur enfant à la page blanche. Bon. Même s'ils ont les moyens, on ne peut pas, la capacité assez limitée, donc on ne peut pas accepter tous les enfants. Il faudrait aussi qu'on nous appuie. Ça peut être des appuis financiers, ça peut être des appuis en matériel didactique. Depuis 1991, l'AREA participe à la sensibilisation de la population pour changer le regard sur le handicap intellectuel. Elle œuvre pour la promotion des enfants handicapés. Des précisions de Grace Kando. En République démocratique du Congo, c'est l'arrestation de Ladila Ntaganzwa, l'un des 9 accusés du génocide de 1994 au Rwanda. Il devra être transféré vers le Rwanda pour y être jugé. Ladila Ntaganzwa, 53 ans, est accusé entre autres d'avoir incité et participé au massacre de milliers de civils Tutsis. Alerte à Hong Kong. En effet, les dauphins roses sont menacés de disparition. La raison, cette région administrative de la République populaire de Chine veut agrandir son aéroport international. Selon les experts environnementaux, il ne reste plus qu'une 60aine de dauphins roses dans les eaux de Hong Kong contre 158 en 2003. Malgré la pollution, ils sont toujours là. Il reste 60 dauphins roses dans les eaux de Hong Kong, contre 158 il y a une dizaine d'années. Des chantiers comme ce pont qui rejoindra Macao, le projet d'une nouvelle piste d'atterrissage, autant de constructions qui grignotent la mer et inquiètent les défenseurs de l'environnement. Le projet le plus inquiétant, c'est la 3e piste d'atterrissage à l'aéroport de Hong Kong. Il impliquera une poldérisation importante, pile sur l'habitat principal des dauphins au nord de l'aéroport. Ça correspondra à 650 hectares de récupération sur la mer, et on estime que si ce projet voit le jour, les dauphins seront probablement chassés des eaux de Hong Kong. De nombreux dauphins seraient déjà morts ou auraient été repoussés vers la Chine. Le déclin semble s'accélérer ces dernières années, et malgré une récente interdiction du chalutage, les défenseurs des animaux trouvent que le gouvernement tarde à agir. Malheureusement, quand on parle de développement et de protection de l'environnement, le gouvernement de Hong Kong a une approche qui est la suivante. Développer d'abord, protéger après. Au village de Tai O, les pêcheurs se sont reconvertis.
Ils emmènent les touristes voir les delphinidés et s'ils ne souhaitent pas voir disparaître leur gagne-pain, ils préfèrent rester pragmatiques. Ça ne nous touche pas trop. Si cette espèce doit disparaître, eh bien, on ne peut rien y faire. On trouvera bien une autre façon de gagner notre vie. Les gens savent comment s'adapter. Hong Kong gagne constamment du terrain sur la mer. Si l'aéroport construit une nouvelle piste, le gouvernement promet de créer une réserve pour les cétacés. Un parc marin qui ne verrait le jour qu'à la fin des travaux, en 2023 selon les activistes. Pas sûr que les dauphins roses puissent attendre si longtemps. Voilà, merci à vous tous de votre attention et à demain à 19h30.